Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Et oui, on se pose souvent la question sur le capital immatériel, sur la préservation du patrimoine immatériel, sur l'innovation également. Et le sous-jacent de tout ça, c'est quoi ? C'est de savoir protéger tout ce qu'on invente, savoir protéger tout ce qu'on met en place pour innover. On fait un spécial propriété intellectuelle aujourd'hui dans Les Experts. Il est 10h15, vous êtes sur Atlantique, voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes jeudi 27 juin. Eh oui, avant-dernière émission de la saison. Eh oui, avant-dernière émission de la saison, avant qu'on se retrouve en septembre. Et vous êtes avec nous jusqu'à midi et nous sommes en direct. Donc, n'hésitez pas à nous appeler comme d'habitude 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des Experts. On parle d'un sujet qui est extrêmement intéressant, qui moi me touche énormément parce que j'en parle extrêmement souvent. Peut-être pas dans Les Experts, mais vous savez que si vous suivez l'émission sur l'innovation que nous faisons Osons l'avenir, qui va revenir dans très peu de temps, eh ben, on a souvent des réactions ou je vous fais découvrir également des interviews ou des publications du WIPO, qui est l'OMPI, qui est l'Office mondial de la propriété intellectuelle, et c'est un élément extrêmement important lorsqu'on parle d'innovation. En ce moment, on parle beaucoup de start-up, de tous ces fonds, etc. Et ça, c'est un point qui est pour moi extrêmement peu discuté, qui passe souvent sous silence, et on a choisi de parler de ça aujourd'hui pour faire un point déjà sur où est-ce qu'on en est en termes de propriété intellectuelle au Maroc, vers quoi on va, est-ce qu'il y a de l'évolution, et parce que bon, on va essayer de compartimenter tout ça, parce que en 2 heures on pourra pas parler de tout, mais je suis ravi d'avoir avec moi aujourd'hui Simon Sef Afia, chef de département brevet à l'OMPI, qui est l'Office marocain de propriété intellectuelle. Merci. Et commerciale au Maroc. Exactement, merci Citalo, ça va être très bien. Merci. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, et je vous remercie pour le choix de cette thématique. Comme vous l'avez dit, on n'a pas toujours l'occasion d'en parler autour d'un déjeuner ou d'écouter sur les antennes radio ou télé, etc. Parce que avant d'en parler, on va parler de la culture. Oui. Culturellement, du mindset qu'il faut avoir pour parler de la propriété intellectuelle et mettre de la valeur sur quelque chose qui est immatériel. Et pourtant, Sa Majesté avait bien fait un discours en insistant sur le capital immatériel. J'aimerais les avoir jusqu'à maintenant. Ça en fait partie, hein. Exactement, ça en fait partie, bien sûr. Juridiquement. Et pour aller du côté juridique, bien évidemment, Maître Ahmed Hussein, vous êtes avocat au barreau de Casablanca. Oui, tout à fait. Bon, maintenant vous pouvez venir sur le plateau. Merci, Monsieur le bâtonnier. Je répète encore une fois, à chaque fois je fais exprès. On s'est battu pendant 1 an pour que les avocats puissent revenir sur les antennes, soit celle du barreau de Casablanca. Et vous êtes spécialisé dans la propriété intellectuelle, donc c'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Comment ça va ? Très très bien. Tout va bien ? Merci pour votre invitation. Mais merci à vous. Alors, je répète encore une fois, vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des Experts. Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, il y a énormément d'éléments, hein. Il y a nous on vous passe des chansons, des musiques toute la journée. Derrière tout ça, il y a une création, il y a des artistes qui doivent vivre. Et ben, c'est de la propriété intellectuelle. On est dans le domaine industriel, on invente un procédé, on invente un mécanisme, on invente une marque, c'est de la propriété intellectuelle, industrielle, et c'est de la propriété commercial. Exactement. Moi, j'aimerais juste aujourd'hui qu'on définisse vraiment, parce qu'il y a peut-être des gens qui, l'OMPIC, souvent on se dit, allez, c'est pour avoir un certificat négatif pour créer une entreprise, vérifier qu'il n'y a pas le même nom commercial, puis souvent ça s'arrête là, dans l'esprit qu'on peut avoir de l'office. Mais dites-nous, quelles sont les prérogatives de l'OMPIC qui est censé s'occuper de la propriété intellectuelle et commerciale au Maroc? L'OMPIC, c'est un établissement public qui a l'autonomie financière et la personnalité morale. Et à partir de son nom, on peut comprendre qu'il est en charge de tout ce qui est propriété industrielle et commerciale. Bien évidemment, vous avez parlé de tout ce qui est délivrance de certificats négatifs, qui fait partie des prérogatives et des missions de l'OMPIC. Mais il y a une grande partie justement qui est consacrée à tout ce qui est propriété industrielle. Il faut pas confondre justement propriété industrielle et propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, si vous voulez, c'est le grand chapeau. Et puis de ça décline deux grandes branches qui sont la propriété industrielle d'un côté,
qu'Olympique gère, et les droits d'auteur de l'autre côté, où il y a par exemple au Maroc une autre administration qui est le BMDA, qui en est en charge. Quand on parle de propriété industrielle, bien évidemment, on désigne tout ce qui est création de l'esprit, de l'être humain, dans le domaine des inventions, c'est-à-dire tout ce qui est invention, et à ce moment-là, on les protège par brevet, tout ce qui distingue les produits des uns et des autres, et à ce moment-là, on est sur le registre des marques. Et puis tout ce qui est quelque chose, produit à caractère esthétique, ornemental, et c'est les dessins et modèles industriels. Oui. Et voilà, il y a bien évidemment d'autres choses. Les droits d'auteur, je ne suis pas un spécialiste des droits d'auteur, mais je pense que c'est clair que ça adresse tout ce qui est œuvre de l'esprit dans le domaine c'est-à-dire littéraire et artistique. Ouais, voilà. Et ça, je peux vous dire qu'on a un gros vide. Et c'est un vrai souci en la matière. En espérant qu'on va aller vers dans un futur, on va dire rapide, avoir une vraie réforme en la matière. Alors, je vous pose la question, maître, c'est Ahmed Hussein. On va essayer encore une fois d'aller sur les différents compartiments parce qu'on va aller vers le nombre de brevets qui sont déposés. On va essayer de faire la différence entre la propriété artistique parce que c'est important et puis la propriété industrielle et tous les brevets qui sont déposés pour justement montrer la capacité d'innovation, parce que lorsqu'on prend les statistiques mondiales, on prend la première chose qu'on fait, c'est on voit le nombre de brevets qui sont déposés. Exactement. Pour essayer d'estimer un peu la capacité d'innovation d'un pays, et c'est pas pour rien que c'est l'Office mondial de la propriété intellectuelle qui a le classement, un index de l'innovation qui est parmi les plus c'est le plus, il y a celui de Bloomberg et puis il y a celui du WIPO, mais il y a un ensemble d'indicateurs et ça donne quelque chose d'absolument très très fiable en termes de mesure de l'innovation à travers le monde. Moi, je veux juste vous poser la question d'un point de vue juridique au Maroc, encore une fois au Maroc, après on fera un petit benchmark sur le plan international. Est-ce qu'on est suffisamment outillé pour protéger intellectuellement et servir finalement tout ce que met en place cette caisse de consignation qu'est l'Olympique finalement, pour que on puisse protéger efficacement toutes les créations, qu'elles soient industrielles ou intellectuelles. Oui, tout à fait. Nous avons une réglementation qui est aux normes internationales. D'ailleurs, c'est ce qui était souvent avancé par l'ancien directeur de l'Olympique, Monsieur Le Maliki, que ce soit en termes de propriété industrielle ou de propriété intellectuelle ou de droits d'auteur et droits voisins. Maintenant, il faut compartimenter un petit peu. Vous avez le volet théorique, on va dire ce que prévoit la loi. Ensuite, il y a le volet pratique qui est une autre affaire. Oui. On retombe encore sur la même chose, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire on a tout ce qu'il faut comme arsenal juridique, mais que on n'en fait rien du tout, quoi. Non, pas du tout. Je serais pas aussi radical que ça, mais il y a toujours ce facteur humain qui vient au centre des choses. Alors je vais juste comprendre une chose. Alors on va y revenir bien évidemment. On n'a jamais eu de grand procès pour qui a dénoncé la violation de propriété intellectuelle. Il y en a eu, mais très rarement, quoi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force d'un pays comme les États-Unis à travers le monde? C'est sa sévérité. Je parle sous votre contrôle, hein. C'est sa sévérité vis-à-vis des violations de la propriété intellectuelle, que ça soit. Alors ça, c'est ce qui fait leur force. Oui. Aux États-Unis même. Et à travers le monde, c'est des jugements qui sont juste mirobolants lorsqu'il y a une violation. Ouais. Et ça pose le rayonnement et la puissance de la culture américaine, quand même. Non, effectivement, quand vous parlez de sévérité, c'est exactement le cas. Il y a effectivement des cas qui sont soumis aux tribunaux, par exemple américains, et qui génèrent vraiment des sommes très c'est fédéral, hein. Mais il faut dire quelque chose. C'est avant d'arriver là, il faut créer la propriété intellectuelle. Il faut un processus. C'est une culture. D'abord, c'est des structures, etc., qui favorisent l'émergence d'inventions, etc. Moi, je voulais quand même, par rapport à ça, c'est-à-dire préciser quelque chose. Quand on parle de choses culturelles, souvent j'entends
souvent j'entends, en rencontrant des partenaires, etc., qu'il y a une culture que l'invention est l'effet du hasard, et l'effet de la chance. On a toujours ça. Et parfois, on pense à Isaac Newton quand il a reçu la pomme sur la tête. On dit que c'est grâce à la pomme que Isaac Newton. Mais on oublie qu'il était un grand scientifique. Et derrière, il y a un concret, la pénicilline, c'était une erreur aussi. Hein, donc... mais c'est pas ça. Derrière, il faut... Si c'était justement l'invention, si c'était l'effet du hasard, et connaissant que le hasard et la chance c'est un phénomène aléatoire, on n'aurait pas une distribution des inventions comme on la voit, et une répartition comme on la voit, qui est concentrée dans des régions données, les États-Unis d'Amérique que vous venez de citer. Donc derrière, bien évidemment, il faut du travail, il faut une structuration de la recherche, il faut une orientation de la recherche dans tout ce qui est appliqué, etc. Mais il faut également des moyens. On est en train de parler de ça. Il y a des moyens qui permettent d'encourager les inventeurs à continuer à inventer. Et c'est les outils de la propriété intellectuelle, et notamment le brevet d'invention. Il faut des moyens forts qui permettent à ces inventions d'avoir des retours sur investissement. Parce que, comme j'ai dit, comme ce n'est pas l'effet du hasard, c'est l'effet d'un travail, c'est l'effet d'un effort, c'est l'effet d'un investissement sur le plan intellectuel, sur le plan de l'effort physique également, mais sur le plan également financier, etc. Dans des domaines donnés, excusez-moi, parce que vous êtes en train de justifier la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Non, mais oui. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Exactement. J'étais dans une réunion avec quelqu'un. Il faut qu'on explique encore aux gens que la création et l'invention, c'est un processus, ça doit être protégé. Tout ça parce qu'on le matérialise pas. Exactement. C'est pas un immeuble, c'est pas un appartement, c'est pas une voiture. Mais les chiffres, les témoins, par exemple, si on regarde les chiffres, le nombre de brevets déposés au Maroc par les résidents. On est vraiment à des chiffres. On est à 186. 186 tous les Marocains, on est 35 millions, et ne déposent que 186 demandes de brevets. Sur les 2500 Sur les 2500. Donc les autres, c'est des multinationales qui protègent en s'installant ici, quoi. Exactement. C'est important comme chiffre. C'est très peu. C'est vraiment très peu. C'est à pleurer. C'est à pleurer, exactement. Oui. Donc justement, c'est une culture qu'il faut mettre en place. Bien évidemment, nous, à l'Olympique, on essaie de faire des choses, de sensibiliser sur ces questions, etc. Mais je pense qu'il faut aller plus loin sur ces aspects-là, de sensibilisation, D'un point de vue juridique, est-ce que vous nous dites aujourd'hui il y a des lois, on a les arsenaux juridiques qu'il faut, comme ce qu'on a beaucoup par ailleurs, pour souvent être en ligne avec des conventions internationales, etc. Je suppose qu'on en a également. Et puis pour attirer des investisseurs étrangers, on est obligé d'être en ligne parce que sinon ça serait compliqué. Mais est-ce qu'on a les compétences nécessaires au niveau des tribunaux? Encore une fois, c'est la question qu'on se pose souvent. Alors, à chaque fois que je traite d'un sujet on se demande comment régler les litiges devant la justice, on se dit il nous faut des tribunaux spécialisés. On peut pas avoir des tribunaux spécialisés pour tout, il y a des experts, etc. Mais par contre, ce droit-là lié à la propriété intellectuelle, est-ce qu'il faut en face des magistrats ou des tribunaux qui soient spécialisés en la matière? Parce que c'est quand même assez particulier. C'est absolument nécessaire, parce que c'est une composante, on va dire, c'est l'autre bout de la chaîne. Finalement, on protège un droit, on le dépose, on prend toutes les précautions nécessaires en interne, on est en recours à des experts externes, mais finalement, en cas de conflit ou lorsqu'on veut revendiquer un de nos droits, on se retrouve face aux tribunaux, et là, on a une attente qui est celle de la compréhension déjà de la matière, et ensuite d'avoir un jugement qui soit équitable ou qui soit juste. Et là, ça dépend forcément de la formation des magistrats et leur capacité à comprendre les textes et à les mettre en application. Malheureusement, comme vous l'avez cité, c'est-à-dire au Maroc, on n'a pas de tribunaux spécialisés ou de chambres spécialisées en propriété intellectuelle. C'est une contrainte pour les praticiens, forcément. Mais bon, dans la pratique, on se retrouve que la majorité des cas de propriété intellectuelle tombent chez les mêmes juges. Et donc, forcément, avec la pratique, ils arrivent à donner une application juste de la loi, mais pas forcément. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, nous sommes ensemble jusqu'à midi et aujourd'hui on parle de propriété intellectuelle, donc n'hésitez pas à nous appeler pour réagir et nous poser toutes vos questions. C'est un sujet extrêmement intéressant dont on parle très peu et c'est vrai qu'on fera en sorte à la rentrée en septembre d'en parler un peu plus souvent parce que à chaque fois vous entendez, voilà, Karim a parlé de start-up, on en parle beaucoup, hein, je vous le fais découvrir également beaucoup tous les fonds qui sont là pour initier, tous les incubateurs qui sont là pour les startups, mais derrière, il faut qu'il y ait des idées, il faut qu'il y ait de la création, il faut qu'il y ait de la réflexion, il faut qu'il y ait des erreurs, il faut qu'il y ait des échecs, il faut qu'il y ait de la protection. On ne peut pas créer, vouloir mettre en place une startup nation, comme disait Moulay Fad Alami lors de l'université d'été de la CGEM, sans qu'il y ait une propriété, une protection de la propriété industrielle et intellectuelle qui soit forte, et quel que soit le type de propriété. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Avec nous aujourd'hui Simone Safafia, chef de département brevet à l'OMPIC, qui est l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et maître Ahmed Hussein, avocat au barreau de Casablanca et spécialité dans la propriété intellectuelle. On prend un auditeur qui sait qu'on a Mehdi au téléphone, ensuite on parlera d'invention. Bonjour, c'est Mehdi. Bonjour Sidi, ça va que je suis Amallah. Alhamdoulilah, et vous? Je vous remercie pour cette émission et pour cet épisode de la propriété intellectuelle, c'est super intéressant. J'ai des questions très importantes vu que j'ai déposé 2 marques Flampic Oui. Dans le domaine des médias. Oui. Et pour commencer, ma start-up, on s'oriente plutôt pour personnes physiques, régime forfaitaire. On crée une petite entité assujettie aux personnes physiques régime forfaitaire. Oui. والمشكل اللي كنلقاو سيدي هو انه ملي كنحلوا الكونت ملي كنجيو نوكسيو لو شيك كيكون في هذا المثال او نون دو لا مارك اي نون با او نون دو لا بيرسون فيزيك اللي محلول به الكونت. D'accord. Alors juste attendez, juste je précise parce que pour les gens qui nous écoutent, lorsque vous pouvez faire maintenant, en plus c'est ça qui est bien à l'OMPIC, on peut le faire en ligne maintenant, on peut le faire en ligne. Je l'ai déjà fait en ligne. Oui, vous avez la possibilité. C'est juste pour les gens qui nous écoutent, pour qu'on explique. Soit vous le déposez en tant que personne physique, donc vous à votre nom et vous protégez, soit en tant qu'entreprise, SARL et ça, peu importe. Et là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand vous déposez personne physique, une marque, on vous demande de faire le chèque au nom de la marque. Enfin, un exemple digital, tu as une page Facebook, Instagram et tout. Donc, quand la marque dit qu'il est connu via digital, mais quand tu me devant le client, le fournisseur, mais quand il veut faire le chèque, qui dit au nom de la marque, ou elle a dit personne physique. Est-ce qu'il y a possibilité de voir l'OMPIC avec le GPBM? Ce que vous voulez dire, يخليو هاد الستارت اللي عندهم غير بيرسون فيزيك في الكونت في الكونت ديالهم الكونت ديال البنكه وعندهم غير بيرسون فيزيك في لومبيك ما حديش ما ديبوزيش بالصاغ ولا بإسا باش يقدروا يونكيسيو يكونسيو او نون دو لا مارك مي البنكه عندها ان دوكيومون كي دي كو داك لا مارك ديال داك لا بيرسون فيزيك بور اونكيسي لو شيك. هذا لا بروميير كيسيون ديالي. لا دوزيام كيسيون ديالي au cas où la marque d'élite تعرفت بزاف et je veux la louer autant ce qu'on appelle un contrat d'hébergement. D'abord une marque un site web les déposer la marque ديالو بغيت نكريه une structure qui est dans le même secteur وبغيت نكريه comment ça se passe au niveau chez l'OMPIC au niveau légal. هذوما les deux questions ديالي. OK, merci Simedi. Merci beaucoup. شكرا. Alors, tout d'abord je tiens à remercier Semedi pour sa question. Je vais répondre à la deuxième question. Justement, quand on parle de marque, la marque c'est un type de propriété intellectuelle, donc c'est une propriété comme toute autre propriété. Et à ce moment-là, bien évidemment, on peut la vendre, on peut la louer, etc. Et quand on loue, pour louer une marque, il faut passer par ce qu'on appelle une concession de licence. Oui. Et donc il faut faire un contrat avec celui qui s'intéresse à votre marque. Et puis, chose qui est très importante et qui peut vous garantir la possibilité de s'opposer à une violation de votre droit, c'est qu'il faut inscrire ce contrat de licence à l'OMPIC.
Parce que la loi le stipule clairement, pour que ce soit opposable aux tierces, tout acte transmettant, modifiant, etc., les droits sur une marque par exemple ou un brevet doivent être inscrites dans ce qu'on appelle le registre national des marques. Voilà. Donc ça c'est pour le. Mais pour la première question, je pense qu'il est c'est pas dans mon domaine de compétence. Voilà, de facturation. Donc. Oui, c'est une question de facturation. En facturant son nom de personne physique ou bien au nom de la société qui est maintenant connue sur Internet, comme l'a dit l'auditeur. Et à ce moment-là, c'est surtout une relation entre la personne et son client. Non, c'est pas ça la question. Moi, j'ai bien compris qu'il voulait, en tant que personne physique, protéger une marque, mais quand au moment où il vient à l'Olympique pour payer, on lui demande de payer avec un chèque au nom de la marque. Voilà, c'est ce que j'ai compris. C'était pas ça, je pense. Lui, il a dit qu'il a une marque. Oui. Mais il fait une activité, je pense, une activité commerciale au nom d'une personne physique. C'est ça. Quand il a une relation avec un client. Non, il parlait de l'Olympique. Non. L'Olympique, c'est très simple. Parce que pour lui, il a déposé déjà sa marque. Donc mais non, justement, c'est ça son problème. Il parle de l'Olympique, on lui a demandé apparemment un chèque. Il est toujours avec nous, Mehdi, parce que je vérifie ce qu'il a dit. C'est Mehdi, c'est bien ça? C'est le scénario du monsieur. C'est-à-dire qu'il se compte devant un client avec un chèque au nom de la marque. Voilà. Pour faciliter pour tous les start-upers, mais qui lancent un projet. Mais qui brille chez Rabar Bzaf, qui te lance en tant que personne physique régie forfaitaire, qui coule une marque. Mais qui j'ai un chèque d'un chez client au nom de la marque, soit OK ça en son nom, soit via l'enseigne, une marque avec la marque d'Yelk, je ne sais au moins OK ça d'un chèque. Oui, mais non, mais il y a pas. Non, mais attendez, on va pas impliquer le GPBM là-dedans. Il suffit qu'au moment du règlement, il faut dire que le règlement soit fait au nom de la personne physique. Je comprends pas. Et en tant que personne physique, si vous avez une taxe professionnelle et que vous payez, vous avez un justificatif qui dit qu'il doit vous faire cette facturation. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça va être à votre nom, donc ça va être la même chose. Je comprends. Franchement, on va pas impliquer le GPBM pour essayer de, sincèrement. Moi, enfin. Ni l'Olympique, je pense. Ni l'Olympique, excusez-moi. C'est pour ça que c'était tellement évident ce que vous m'avez posé que je croyais que c'était vis-à-vis de l'Olympique, on voulait pas encaisser. Mais bon. Non, franchement, si vous avez, en tant que personne physique, vous avez votre patent, enfin votre taxe professionnelle, vous le montrez, et puis il y a franchement une entreprise qui va vous payer à partir du moment où vous avez un identifiant fiscal et un ICE, ça pose aucun problème, c'est tout. Voilà, merci en tout cas, c'est Mehdi pour cette question. Alors, j'aimerais juste revenir sur Afia sur. Et c'est vrai qu'avant le Flash Info de 10h30, vous avez dit que vous aimeriez bien définir ce qu'est une invention. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur les fondamentaux, apparemment c'est très important. Et c'est vrai qu'une invention aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, on a l'impression qu'un inventeur c'est quelqu'un qui est encore dans son garage, un labo, qui est en train de créer quelque chose d'absolument incroyable. Mais des inventions, il peut y en avoir tous les jours. C'est des petits procédés, ça peut être un design, ça peut être n'importe quoi. Enfin, on n'a pas parlé du design aussi. Ça aussi c'est un gros volet de la propriété intellectuelle. Mais comment vous définissez une invention vous à l'Olympique? Oui. Alors justement pourquoi j'insiste sur ça, parce que durant mes années au département des brevets, j'ai rencontré des gens dans le domaine de la recherche, de l'entreprise et de l'université et d'autres, pour leur parler d'invention et de brevets. Et chacun avait sa compréhension de ce que c'est qu'une invention. Et bon nombre d'entre eux voyaient dans l'invention quelque chose de tellement ingénieuse, de tellement extraordinaire, révolutionnaire, que leur petite solution, amélioration ne rentrait pas dedans, n'en faisait pas partie. Il n'était pas qualifiable. Exactement, et n'était pas qualifiable à être une invention, ni aller encore plus loin et déposer une demande de brevet d'invention. Alors pour tous ces gens-là, et à travers eux, pour les auditrices et auditeurs, j'aimerais dire, ne disqualifiez pas vos propres créations, ne sous-estimez pas ce que vous faites, essayez de donner, si vous voulez, la chance à vos créations d'aller un peu plus loin, pensez à qu'ils deviennent votre propriété, parce qu'on parle de propriété intellectuelle, et pensez à déposer des demandes de brevets.
au moins prenez contact avec l'Olympique, parce qu'il est là pour vous servir, pour vous aider, pour vous assister. Maintenant, ça, ce que je voulais vraiment partager avec les uns et les autres. Revenons à la définition d'une invention. Généralement, on la définit entre spécialistes de manière simple. C'est une solution nouvelle à un problème technique. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de noter que il s'agit de quelque chose qui est nouvelle, qui est faite de manière différente, et qui soit dans le domaine technique. Et ça, c'est important. Et même dans l'article 22, on parle que tout est brevetable dans tous les domaines technologiques. Et ça, effectivement, il est standardisé, même dans un cadre plus global, etc. Donc, c'est important, cette question de domaine technique, parce que une solution qui a un caractère, par exemple, financier ou administratif, ne peut pas être brevetée. Ça doit être dans le domaine technique. Ça, c'est important. Et dans cette définition, on fait pas allusion au degré d'ingéniosité, à la complexité, etc. Et généralement, ça justement, peut être bête, hein. Oui, ça peut être bête. Exactement. Voilà, regardez, on a un Exactement. bouchon. J'invente un bouchon qui se ferme dans l'autre sens. Alors imaginons, j'en sais rien. Oui, exactement. Et généralement, l'invention, de par le monde, généralement, c'est ce qu'on appelle, c'est dans le mode incrémental. C'est vraiment des petites améliorations et qui sont faites différemment, qui permettent de faire, si vous voulez, des petits pas très rapides. Et c'est la somme de ces petits pas très rapides qui donne un pas géant et rapide en même temps. Donc ça, et généralement, on a, comme vous l'avez dit, le bouchon, mais également, je donne toujours l'exemple du trombone. Du trombone. Le trombone, c'est quelque chose qui a été inventé en 1899 par un Norvégien. Il continue d'être toujours présent partout dans le monde. Il continue à être un produit commercial et utile et commercialisé. Et les ayants droit reçoivent encore des droits. Non, c'est tombé dans le domaine public. Justement, c'est 20 ans. On va expliquer tout ça parce que ça aussi c'est important. 10h50, on a un autre auditeur au bout du fil. Qui c'est qu'on a? Ali. Bonjour, c'est Ali. Allô. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. J'ai une question concernant le dépôt de marque. J'ai déposé il y a quelques mois une marque au niveau de l'Olympique. Elle est enregistrée, il n'y a pas de souci. Ça fait maintenant 6 ou 7 mois. Sauf que je découvre ces jours-ci qu'il y a une entreprise qui porte le même nom que ma marque. Une entreprise qui porte le même nom, un nom commercial qui est le nom de votre marque. Exact. Est-ce qu'il y a un risque pour qu'il fasse opposition à ma marque? Alors, sachant qu'ils existent bien avant moi. D'accord. Bien avant le dépôt. C'est une bonne question de savoir la différence entre un nom commercial et un nom de marque. C'est-à-dire un nom d'enseigne et un nom de marque. Exact. Est-ce qu'il y a une différence, CAFIA, à ce niveau-là, pour que les gens comprennent? Parce qu'une marque, ça englobe énormément de choses d'un point de vue intellectuel, mais est-ce qu'on peut avoir une enseigne d'un magasin qui n'a rien à voir avec l'activité de cette marque, qui puisse l'utiliser? Et puis surtout, est-ce qu'il peut y avoir une opposition par la suite? Bah oui, c'est ça. Moi, je suis spécialiste des brevets, mais je vais donner quand même une petite réponse. C'est Hussein, s'il a des compléments. Pour moi, une marque, ça aide à protéger un produit. Donc les produits de l'entreprise ou un service, voilà, un produit ou un service. Donc c'est clair. Une dénomination commerciale d'une entreprise, bien évidemment, ça désigne, c'est l'identité d'une entreprise, pour qu'on puisse bien évidemment savoir avec qui on travaille, avec qui on a des relations, etc. Donc je pense que c'est ça, c'est clair. La différence, c'est que la marque, ça protège des produits. Et les dénominations, ça sert pour désigner une entité donnée, etc. Oui, mais alors à quel moment est-ce qu'il y a un vrai distinguo? Est-ce que moi, dans le cas de CALI, est-ce qu'il va y avoir une opposition à partir du moment où il y a une marque qui existe? Lui, c'est juste une enseigne. Voilà. Par rapport à ça, le système d'opposition s'applique dans le domaine des marques. Oui. Ça veut dire, si par exemple l'entreprise dont il parle avait déposé son nom en tant que marque. En tant que marque. En tant que dénomination commerciale. À ce moment-là, il peut justement s'opposer à sa marque. Ça, il a le droit. Mais en tant que je pense qu'il y a quand même, on peut distinguer entre ces deux volets. Mais alors, au niveau de l'Olympique, est-ce que ça va être rejeté? C'est ça le truc? Ou alors est-ce que c'est... S'il y a une marque qui est déposée avant, ça va être bien rejeté. Évidemment, c'est une procédure contradictoire où il y a des arguments qui sont faits par l'opposant et le défendant. Non, mais vous le premier filtre, c'est l'Olympique. Imaginons, quand on a un certificat négatif, on arrive à l'Olympique. Et ça se fait automatiquement. L'Olympique va vous dire, tiens, ça existe déjà. Donc non.
C'est ça? Oui, exactement. C'est bien ça. Oui. Et puis souvent il y a des variantes, c'est-à-dire qu'ils sont un peu proches. Non, je sais pas si je me trompe. Ils essaient de vérifier le côté phonétique, des ressemblances phonétiques. Là, ça ne doit pas induire en erreur. Est-ce que l'OMPIC va dire attention, il y a une marque qui porte ce nom-là, ou alors non, c'est a posteriori qu'il faut faire une démarche juridique en se disant si jamais on se rend compte qu'il y a une marque qui fait ça. Est-ce que c'est l'OMPIC qui le fait ou c'est le... Par rapport à la question de l'auditeur, au fait, il faut resituer un petit peu les marques par rapport aux droits de la propriété industrielle. Ça fait partie, en fait, de ce qu'on appelle les signes distinctifs. Oui. Dans ces signes distinctifs, on retrouve les marques, la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne et éventuellement le nom de domaine. Dans un cadre plus, on va dire, plus incorporel que celui de l'Internet, de l'identification de l'entreprise sur Internet. Maintenant, quand il s'agit de conflits entre une marque et une dénomination sociale, bien sûr, il s'agit de voir quelle est l'antériorité qui est opposable. Par exemple, dans le cas de la dénomination sociale, il est toujours possible d'agir à l'encontre d'une marque qui a été déposée postérieurement, mais ça ne se fait que sur le plan judiciaire. Maintenant, dans le cas de la procédure d'opposition des marques, ne sont, on va dire, opposable à un dépôt de marque ou à une marque qui est toujours dans la phase d'enregistrement, les marques déjà déposées et enregistrées, soit déposées soit enregistrées antérieurement, soit ce qu'on appelle une marque notoire, c'est-à-dire une marque qui est devenue connue un petit peu pour désigner ce type de produit ou de service. Dans ce cadre-là, c'est-à-dire par rapport à la question de l'auditeur, on va revenir à ce que cette personne qui détient la dénomination sociale, si elle peut revendiquer la notoriété de ce nom, si jamais ça se confond aussi avec le produit, la désignation de son produit ou de service, à ce moment-là, on peut l'utiliser comme une antériorité dans la procédure d'opposition. Sinon, il faudra se tourner vers le volet judiciaire. Ok, d'accord. Alors, la question, on va revenir juste sur le nombre de brevets qui ont été déposés. On le répète encore une fois si vous venez de nous rejoindre. Sachez qu'on a à peu près 2500 brevets, demandes de brevets qui ont été déposées l'année dernière. Sur ces 2500, il y en a à peine, 180 ou 140 86. 186 qui sont des demandes de résidents marocains. Donc, il faut juste vous rendre compte du niveau aujourd'hui. Alors ça veut pas dire, alors je sais pas s'il faut dire que c'est une catastrophe dans la production, dans la recherche et dans la production de brevets, ou alors c'est parce que on n'a pas confiance au système, on n'a pas ce réflexe de le faire. Pour vous, c'est quoi? C'est juste ridicule. Je pense que c'est l'ensemble de ça, et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On a parfois une compréhension qui n'est pas la bonne de ce que c'est qu'une invention, de ce que c'est qu'un brevet, à quoi ça sert, etc. Mais également, je pense qu'on a des problèmes de production également. On n'a pas une recherche qui est très orientée recherche appliquée, etc. On n'a pas peut-être une motivation des inventeurs. Par exemple, si on parle parce que les universités peuvent être une bonne source, bien évidemment, et un bon endroit où peuvent naître de nouvelles inventions. Et là, il faut intéresser, par exemple, ceux qui seraient à l'origine de ces inventions, c'est-à-dire les chercheurs, etc. Donc, il faut de tout ça. Mais je pense quand même que le chiffre, il est en dessous du potentiel. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont exactement. Parce que si c'est la réalité, on est mal. Certainement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais il n'y a pas ce réflexe que vous venez de dire. Il n'y a pas assez d'informations. Moi, je suis juste effaré. Pourquoi? Parce que moi qui suis l'innovation et qui vois depuis un certain nombre d'années tout ce bouillonnement autour des startups, de la création de startups, et on a des fonds, le Maroc Numérique Fund, tout ce qui, voilà, tous les fonds, les incubateurs, CCG également qui s'est lancé dans, et que je ne vois que ça en dépôt de brevets résidents, je me dis mais ils sont où? Alors toutes ces startups qui naissent ne déposent rien finalement, elles n'ont rien de particulier, ou alors dans tout cet accompagnement, cette incubation, on leur dit pas qu'il faut aller déposer à l'OMPIC, ou alors est-ce qu'elles déposent à l'étranger? Je veux juste comprendre, parce que je vois des chiffres qui n'accompagnent pas, qui ne suivent pas, ou au moins un sursaut qui ne suit pas tout ce qu'on observe.
Là, je pense que ça rejoint un petit peu, il faut distinguer aussi. Vous avez les déposants institutionnels, ou on va dire les universités qui s'appuient sur les travaux de recherche qui sont faits au sein des centres de recherche universitaires. Et vous avez aussi le tissu économique un peu industriel marocain qui est un peu faible, qui ne produit pas forcément des innovations, des produits. D'ailleurs, on le remarque souvent, on va souvent vers les investissements immobiliers parce qu'ils sont plus générateurs de revenus que d'aller vers de la production et donc forcément aller dans une démarche d'innovation, de recherche au sein de l'entreprise. Surtout ça. Non, mais moi je comprends. Je veux juste que. Mais par rapport aux startups, peut-être que c'est la nature même de l'activité des startups qui vont plus vers des prestations intellectuelles et donc forcément ça va plus vers le droit des logiciels qui n'est pas forcément brevetable et qui va s'appuyer sur le droit d'auteur. Peut-être c'est pour ça que ça ne se reflète pas dans le dépôt des brevets. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 11h11 et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous nous appelez au 05 22 95 36 70 ou 80 ou sur la page Facebook des experts. On parle de propriété intellectuelle aujourd'hui si vous venez de nous rejoindre. C'est un sujet qu'on ne traite pas souvent. On va essayer de le traiter un peu plus souvent à partir de la rentrée parce que c'est vrai que c'est important que vous sachiez comment vous protéger, mais en même temps on va être très pragmatique, voir aussi comment ça se passe au niveau des tribunaux. C'est aussi important parce que si tout se passait bien, on le saurait. Derrière là déjà il faut qu'on reprenne conscience de ce que c'est que la propriété intellectuelle, de définir. Et ça, je le répète, en ligne avec, si vous vous rappelez du discours de Sa Majesté, qui avait fait un point extrêmement important sur le capital immatériel. On ne peut pas sauvegarder un patrimoine, on ne peut pas sauvegarder une culture si on n'a pas un système de protection de la propriété intellectuelle qui est fort et c'est un écosystème. Il suffit pas d'avoir un office qui soit performant et qui soit érigé en exemple parce que c'est vrai, vous venez au cours du temps, vous vous êtes énormément amélioré, etc. Mais si en fin de chaîne, on n'a pas des tribunaux et des jugements qui permettent effectivement d'appliquer la loi et de faire en sorte que les gens aient peur de violer la propriété intellectuelle des autres, ça sert à rien. Bon, sachant que l'Olympique, vous n'êtes pas là que pour ça, je dis bien ça. Vous êtes sur énormément de choses occupées lors de la création des entreprises. Vous avez un rôle qui est avec beaucoup de prérogatives. Mais après, dans la propriété pure intellectuelle, on va le dire, on n'est pas bon. Je vous pose la question, je parle sous votre contrôle. On n'est pas bon. Il y a un moment, si on était bon, on pourrait avoir une vraie industrie culturelle. On a Gérard au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Comment Merci ça va? de me prendre en ligne. Ça va très bien. Au Maroc, il fait beau. Voilà, donc une pré-retraite au Maroc. Donc oui, je vous appelais pour vous savoir si au Maroc, tout comme en France, il y a des lois sur la propriété intellectuelle, sur les photos et les textes qui sont postés dans les magazines ou sur les sites d'information. Alors des photos, signées en copyright, signées, copyright, ou des photos parfois signées DR, parce que les personnes n'ont pas envie de les payer, ou ne pas les signer alors qu'il y a eu des commandes, il y a eu des demandes de certains magazines, je dirais. Ok. Voilà. Question très concrète et ça aussi c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui souvent et quand on voit aussi l'utilisation sur les réseaux sociaux, c'est alors il y a des gens qui par pure honnêteté intellectuelle relaient une photo et puis ils la signent ou alors ils la sourcent. Ça aussi c'est de vraies questions même dans notre métier à nous aux producteurs de contenu, aux journalistes, il faut sourcer quand on utilise quelque chose qui a été produit par quelqu'un d'autre mais malheureusement on le voit, c'est le pillage intellectuel, il a cours, mais alors quotidiennement, sans que personne ne rajoute. Et beaucoup même de gens trouvent ça tout à fait normal. Mais là, on revient à la question de Gérard sur la publication de photos. Est-ce qu'elles sont protégées? De quelle manière? On a parlé de copyright. Alors, il y a tout ce qui est la protection internationale, la protection nationale. Est-ce qu'on peut aller plus précisément dans ces explications? Déjà, les photos, ça s'inscrit, on va dire, dans ce qui est création artistique. Et à ce moment-là, les créations artistiques sont couvertes par la loi sur le droit d'auteur. Maintenant, il y a différentes manières de revendiquer un droit d'auteur sur une création artistique, en l'occurrence une photo. Est-ce qu'elle a été publiée en divulguant l'auteur de cette photo ou elle a été faite de manière anonyme? À ce moment-là, si elle a été faite de manière anonyme, on est en mesure de la reprendre jusqu'à ce que la personne qui en revendique la propriété vienne le faire. Pour ce qui est des photos qui ont été publiées, on va dire, en indiquant quel est l'auteur, à ce moment-là, il faut toujours demander l'autorisation au préalable.
C'est ça. Oui. Mais là, dans un reportage, vous parlez de photos qui ont été publiées dans un reportage. Dans des reportages. J'ai fait des reportages. Donc pour lesquels vous avez été payé. Je n'ai pas été payé. Ah. Ça fait 2 ans que je vis au Maroc et que ça fait 2 ans j'ai monté une société et que je ne suis pas payé de mes images, où je suis payé au départ, mais après on me dit bon ben non, on fait un peu plus tard. Alors voilà. c'est autre chose. Donc vous le faites pas de manière bénévole, vous le faites de manière commerciale, mais après vous avez des problèmes pour vous faire payer. Bon, ça c'est autre chose. Voilà, moi, mais ça a été commandé. J'ai une carte de presse en France depuis 82. Je suis venu m'installer au Maroc pour avoir une vie plus belle et plus agréable. Et j'ai fait des reportages et ils ne sont pas payés. Bon, alors ça, et ça monte jusqu'à 700 000 dirhams. Ok. Voilà. Ça pose la question de cession. Excusez-moi, je pose juste la question. Lorsqu'on a une commande de production de contenu tel que des photos, des reportages, est-ce que si c'est pas spécifié dans la relation commerciale, est-ce qu'il y a une par défaut, est-ce qu'il y a une cession des droits d'utilisation qui se fait de manière induite ou de manière tacite, ou alors il faut le spécifier dans un contrat attenant aux bons de commande, par exemple? Il y a 2 cas à distinguer. Est-ce que l'on est sous le sceau d'un contrat de travail? Oui. Et donc on a réalisé ce travail pour le compte d'un employeur. Bon là c'est une entité commerciale, c'est c'est une prestation de service. Oui. À ce moment-là, tous les droits sont toujours détenus par l'auteur. C'est-à-dire sauf si c'est spécifié. Bien sûr, s'il y a une cession, tout à fait. Au niveau du contrat de commande ou un contrat de cession ultérieur, bien sûr, on peut spécifier la cession des droits patrimoniaux. Donc, a priori, moi je vois ce que veut nous dire cet auditeur, c'est que en plus, comme il a des problèmes pour se faire payer, est-ce que il peut attaquer d'une autre manière en disant mais vous avez utilisé ma propriété intellectuelle sans en plus me rémunérer, donc il peut aussi revendiquer des indemnités en bien sûr, sus. Et il revendiquera en premier lieu la rémunération, on va dire, de sa prestation. Ensuite, par rapport à l'utilisation qui en sera faite, c'est toujours possible. Ouais. Bon, je ne suis pas un spécialiste du droit d'auteur, mais j'avais quelque chose à partager. C'est justement dans le droit d'auteur, il y a un principe qui est connu, c'est que contrairement par exemple à la propriété industrielle, c'est que le droit, la création vaut protection. Du moment où l'œuvre a été créée, et il donne droit systématique à une protection, même si on ne fait pas vraiment de démarche d'enregistrement, etc. Et ça, c'est institué par la Convention de Berne, qui est la convention mère du droit d'auteur. Donc, du moment où vous créez, c'est votre propriété, tout de suite. Et à ce moment-là, vous pouvez faire tous les actes qui s'en suivent, c'est-à-dire par exemple aller de revendiquer vos droits, etc. Par la voie judiciaire ou autre, n'est-ce pas? C'est un système qui est différent, c'est-à-dire qu'il diffère des droits de propriété industrielle où on est censé enregistrer, déposer pour en revendiquer l'exclusivité. Les droits d'auteur, c'est-à-dire ça naît à partir de la création ou de la publication, dépendamment de la situation. Et donc, il n'y a pas de système d'enregistrement ou de titre qui est délivré. Maintenant, il s'agit surtout de prouver qu'on est titulaire de cette création et surtout d'apporter la preuve que c'est une création qui est originale. Exact. Alors, j'ai juste donné des clés, excusez-moi d'insister sur les droits d'auteur, après on reviendra sur les brevets et sur ce qui est brevetable, parce que ça aussi c'est important de souligner ce qui est brevetable. Je voulais juste donner des chiffres qui peuvent vous illustrer comment la culture et l'industrie culturelle, qui aujourd'hui, je prends le cas français parce qu'il est quand même vraiment, on a tout le temps le réflexe, c'est normal, de par notre proximité de parler de la France, mais là particulièrement, c'est un cas qui est extrêmement notable. Parce que l'industrie culturelle en France fait partie de ces industries les plus performantes et qui ne connaissent pas la crise et dont nous nous privons chez nous au Maroc. La culture, le sport sont des industries qui n'existent pas. Et elles n'existent pas pour différentes raisons, mais pour une particulière, c'est parce que la propriété et puis la captation des droits et puis la redistribution des droits d'auteur est quasiment inexistante, même si on a un bureau marocain des droits d'auteur, mais franchement, sincèrement, qui ne joue pas son rôle. Mais bref, peu importe. La SACEM a collecté, je vous donne des chiffres de 2016, 1,37 milliard d'euros collectés. Donc là, c'est vraiment les droits qui sont issus
de l'utilisation des œuvres, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on a les nouvelles technologies, mais faut vous dire qu'il y a 30 ans, quand on n'avait pas, c'est à peine 30 ans, vous aviez des compétences au sein de la SACEM, vous aviez des gens, on recrutait des gens avec l'oreille parfaite. Vous savez ce que c'est? Voilà, l'oreille parfaite, qu'on envoyait dans les cafés, dans les bars, dans les cinémas, pour écrire les partitions de ce qu'ils entendaient, et ensuite, voilà, faire tomber dans la cagnotte et facturer des droits d'auteur, parce qu'on considère que n'importe quelle création doit faire l'objet d'une rémunération. Et là, ça revient à l'esprit de mindset, l'esprit de la préservation de la culture, jusqu'à quel point ça peut aller. Et ça, il nous la faut, parce que alors ça, c'est 1,37 milliard collecté, 884 millions pour le compte d'auteurs, compositeurs et éditeurs, et 486 millions pour le compte d'autres ayants droit. Et après, il y a eu 769 millions d'euros qui ont été répartis aux ayants droit. Quand on voit ces chiffres-là, on se dit, mais voilà la solution pour qu'on ait une industrie culturelle, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui vivent de ce qu'ils produisent. Et ça, est-ce qu'il faut un vrai débat aujourd'hui? On a des assises de tout. On a eu des assises de la fiscalité, on a les assises de l'industrie, on a même on a des assises d'à peu près tout. Je n'ai pas vu encore à date d'aujourd'hui, des assises de l'industrie culturelle ou de la culture pour qu'on puisse poser le vrai problème de l'industrie culturelle. C'est un mindset qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'on serait capable de mettre en place? Pour rebondir sur ce que vous avez dit, dernièrement, il y a eu une publication d'un chiffre en France, qui rapportait que l'industrie culturelle rapportait beaucoup plus que l'industrie automobile, alors que la France, elle est leader au niveau mondial dans l'industrie automobile. Mais pour revenir au cas marocain, c'est-à-dire le Maroc est riche de son industrie culturelle. Maintenant, il s'agit surtout de quelle manière on valorise et de quelle manière on répartit les droits qui reviennent. Attendez, il n'y a pas d'industrie culturelle au Maroc. Il n'y en a pas. Il y a de la musique, il y a du cinéma. Non, je parle d'industrie. Je dis pas de culture. Je parle d'industrie qui crée de la valeur, qui crée de la richesse, qui crée des impôts, qui crée des emplois. Il y en a pas. Et ça, on voit bien que ce système de propriété joue en faveur de la création d'industrie. C'est le cas aussi, vous parliez tout à l'heure d'industrie pure, technique. On ne pourrait pas avoir une vraie industrie de création industrielle sans qu'il y ait de propriété, justement, et de mise en place de protection de brevets. Exactement. C'est des choses qu'il faut mettre en place. Il faut dire que également on arrive de loin. Parce que si on voit la situation il y a quelques années, je pense qu'on est dans une situation meilleure. Si je parle par exemple des brevets d'invention, la première loi qu'on avait au Maroc, c'est une loi qui date de 1916. L'époque, d'accord. Il fallait attendre pratiquement un siècle pour qu'on voie le premier amendement de la loi. C'était en 2004. Ouais. Et puis entre 2004 et 2014, on a fait trois fois changé de loi. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. On commence à avoir plus une prise de conscience de l'importance de ce sujet, de l'importance de créer de la propriété intellectuelle et d'avoir des outils qui sont efficaces pour la protéger. Donc ça veut dire, ça c'est synonyme d'une certaine dynamique qui est en train de se mettre en place. Maintenant, je pense que le chemin, il est encore plus long, comme vous le dites. On commence à avoir une prise de conscience. Mais il faut continuer, je pense, dans le chemin de la création de cette propriété, d'être conscient de la valeur de la propriété intellectuelle et du bien immatériel, et de la valorisation de ce qu'on fait par la suite, notamment par la défense des droits quand il y a une violation d'un droit donné devant un tribunal ou devant les mécanismes autres que les tribunaux. Mais aussi pour favoriser, on va dire, cette mise en place de cette culture de l'innovation au sein des entreprises, il faut aussi qu'il y ait les aides étatiques qui accompagnent, c'est-à-dire par rapport aux subventions qu'il peut y avoir, par rapport à la prise en considération de l'investissement en recherche et innovation, par rapport à la fiscalité, toutes ces choses-là sont quasi inexistantes au Maroc. Oui, bon, alors ça fait partie du mécanisme, mais après, il y a un point qui revient à chaque fois quand on parle d'innovation, c'est est-ce que ce que je vais créer, est-ce que je vais présenter, est-ce que je vais pitcher, est-ce que je risque pas de le retrouver
demain chez quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous vous rappelez qu'on revient d'une époque où les gens avaient même peur d'aller présenter leur business plan à la banque en se disant mais moi si je le montre à un banquier, eh ben je vais avoir peur que ça se retrouve quelque part par quelqu'un qui a du pognon, etc. On revient de ça quand même. Et ça, il n'y avait pas le réflexe d'aller protéger un concept, une idée. Et c'est là où je pose la question, à quel stade est-ce qu'on peut breveter, protéger et sous quelle forme il faut présenter un concept, on a une idée de business qui peut être extrêmement importante. Là, on parle pas d'invention, mais un business. Est-ce que ça se protège? Et concrètement, là, on est vraiment dans le concret. C'est-à-dire quelqu'un qui est au stade de, voilà, je vais monter une entreprise, je vais monter un business, un produit, etc. Je vais nécessairement, avant qu'il soit sur le marché, aller demander des financements, essayer de pitcher, etc. Et à ce moment-là, il faut quand même qu'on ait protégé cette idée-là. Parce que, alors je dis pas que tous les gens sont de mauvaise foi, mais il y a des gens qui vont se dire, bah tiens, moi j'attendais une idée, j'ai du pognon, il y a quelqu'un qui est venu m'en demander, bah je dis non, je veux pas de toi, et puis après je vais la développer tout seul. Oui. Alors il y a quelque chose de très important sur laquelle j'aimerais qu'on insiste. Il y a un principe général qui dit que les idées ne sont pas brevetables. Ouais. Quand on parle de brevet, une idée un concept abstraite, un concept, ce n'est pas brevetable. C'est même en droit d'auteur. Même en droit d'auteur. C'est la matérialisation de l'idée ou du concept. Et il faut que ce soit, je reviens sur ça, dans un domaine technologique, non pas dans n'importe quel domaine, par exemple administratif ou financier, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'idée dans l'abstrait n'est pas brevetable, il faut le savoir. Maintenant, comment la matérialiser dans la pratique, ça, on peut bien évidemment protéger par le biais du brevet d'invention. Ça c'est important. Je devais le souligner. Maintenant, ça m'échappe la suite de ce que vous avez dit. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire les idées, les concepts, ça fuse. C'est-à-dire tout le monde peut avoir des idées. Maintenant, comment vous les mettez réellement en application, c'est ça ce qui va être protégeable. C'est-à-dire maintenant, par exemple, pour prendre le cas de la création artistique, quand vous avez une agence de communication qui se présente devant son client et qui va pitcher, on va dire, le projet, théoriquement, rien n'empêche le client de prendre l'idée et d'aller chez une entreprise moins-disante et de lui dire de poursuivre le projet. Maintenant, c'est tout ce qu'on met en place comme mécanisme, c'est-à-dire contractuel, juridique, soit avant de pitcher, soit avant d'exposer l'idée, qui va finalement protéger le créateur. Non, mais ça c'est une vraie question. Surtout ces métiers-là. Vous avez parlé de la communication, je pourrais parler des architectes aussi. Lorsqu'ils présentent un projet et qu'ils doivent arriver, mais alors que là, par contre, c'est non seulement de la propriété intellectuelle, de la propriété artistique, mais également tout un travail commercial qui est derrière. Et là, normalement, ça doit être protégé, j'imagine. C'est protégé par le droit d'auteur. Ouais. C'est protégé à condition que ça soit original. Oui, c'est protégé par le droit d'auteur. Ouais, mais si on change juste un mur, ça bousille toute la partition ou Non, il y a un principe. Parce que c'est extrêmement, comment dire, c'est à la fois objectif et subjectif, mais il faut trouver des manières de dire que bah tiens ça a été pris. Alors si je change 3 ou 4 façades sur un plan d'architecte, on va se dire bah non c'est pas moi, c'est pas le même. Et c'est la même chose pour une partition. Pour la SACEM, on estime à de la contrefaçon à partir du plagiat à partir du moment où on a dépassé 2 ou 3 mesures de la chanson. Et j'imagine qu'il y a des règles pour tout. Oui bien sûr, mais la ligne rouge elle est très fine, c'est-à-dire entre ce de quoi on s'inspire et ce vers quoi on va dans la nouvelle création, il y a toujours un travail à faire. Est-ce qu'on n'est pas en train de copier le travail d'une autre personne? Est-ce qu'on est réellement en train d'apporter une nouveauté, une originalité par rapport à une création qui est déjà existante? Par exemple, pour les architectes, lorsqu'un architecte établit, on va dire, les plans de la maison et finalement cette maison est construite, par exemple, il n'y a pas de droit de modifier, par exemple, cette construction, à moins d'en demander l'autorisation à l'architecte. C'est ça fait partie des prérogatives des droits d'auteur. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, dernière partie, il est 11h39, on parle de propriété intellectuelle, c'est un sujet qui est passionnant, vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80, ou vous réagissez sur la page Facebook des experts, comme d'habitude avec moi aujourd'hui sur le plateau. Mes experts sont Maître Ahmed Hussein, qui est avocat au barreau de Casablanca, spécialisé dans la propriété intellectuelle, et à ma droite, c'est Monsef Afia, qui est en charge des brevets à l'Olympique, l'Office marocain de propriété intellectuelle et commercial. On a Fatima Zahra au téléphone. Bonjour. Bonjour Atidi. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Allah yahfadkoum.
Vraiment, j'ai pris l'émission juste il y a une demi-heure. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et toutes les informations que vous nous donnez. C'est gentil, maman. Voilà, c'est dit. Moi, j'ai une question et puis une information pour la personne qui a, je crois que c'est Gérard. Alors, ma question, moi, j'ai une petite société de production de films. Moi-même, je réalise. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait un site marocain qui vend aux sociétés ou qui vend à tout le monde les informations sur les sociétés. Alors, il y avait des informations sur ma société, plus les bilans que je dépose, enfin que le comptable dépose, il y a marqué telle année disponible et tout. Donc, moi, j'étais étonnée, parce que normalement, les gens qui veulent avoir les informations, ils vont au registre de commerce pour se renseigner, ils payent l'administration, ils ont des renseignements officiels de l'administration marocaine. Donc j'ai écrit, j'ai vu, à l'époque j'étais dans la région, j'étais à Agadir, je suis allée voir la personne qui représente l'OMPIC, elle m'a dit que eux ils peuvent rien faire, il faut écrire à l'OMPIC. Bon, il m'a donné des coordonnées, j'ai appelé. Pour aller très brièvement, j'ai appelé une fois, j'ai écrit rien, enfin j'ai envoyé des emails, aucune réponse et finalement j'ai fait une lettre recommandée avec accusé de réception. Et on m'a répondu d'une manière vraiment très diplomatique et rien. J'ai encore écrit pour demander est-ce que tout ce que je veux savoir de l'OMPIC, est-ce que cette société a le droit de revendre toutes les informations sur les sociétés ou pas? Est-ce que l'OMPIC est au courant de tout ça et tout? Bon, franchement, j'ai toujours ce dossier qui est vieux maintenant de 5 ans et jamais l'OMPIC ne m'a répondu d'une manière claire, précise et donc moi j'ai mis une croix sur l'OMPIC, c'est même pas la peine. Et donc la deuxième chose, c'est qu'il y a un film qui était passé à la télévision, mon documentaire, et une personne qui a pris ce documentaire, qui l'a mis sur YouTube. Et cette personne a enlevé le sigle de la télévision et mis le sigle de leur association. Bon, j'ai appris que mes films, je l'ai appris par l'étranger parce que mes films sont protégés à l'étranger. Je me rends compte que donc on m'a écrit en me disant que ce film est déjà sur YouTube et tout. Bon, j'ai regardé et la personne, elle l'avait mis sur YouTube et sur sa page Facebook. Et ce film, elle l'a éclaté en photo. Et moi, j'ai promis à une dame qui est passée dans le film de protéger son visage, oui, parce que c'est une dame qui est soufie, qui a ceci, qui n'est jamais passé. D'ailleurs, c'était exceptionnel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai écrit à YouTube et à Google, d'une manière officielle, en anglais bien sûr, et j'ai dénoncé et j'ai montré que c'était la propriété de la société et tout ça, et avec mon nom. Et alors? Donc, au bout de 48 heures, donc Google l'a dénoncé, YouTube donc a enlevé ce film et a mis que c'était... ils mettent toujours un message pour cette partie, voilà. Et donc la personne, je lui ai écrit, je lui ai dit qu'il faut, comme il a vu, le film a été enlevé, qu'il a intérêt à enlever tout ce qu'il a fait sur sa page et que, en effet, j'allais déposer une plainte. Et effectivement, je suis allée déposer une plainte au tribunal pour que les choses soient claires, simples. Et donc, et là, bon, ça s'est jamais continué au tribunal. Vous savez, il y a toute une... Mais au moins, j'ai fait des démarches. C'est pour dire que, par exemple, une image, les photos qui sont sur les sites, c'est bien YouTube ou n'importe quel autre site, et ils mettent bien que ces photos peuvent être protégées par des droits. Ça veut dire que la personne à qui on a pris des photos des choses peut écrire à ce site ou écrire par exemple... Oui, en fait, voilà, tous ces supports et c'est là où c'est intéressant. Merci en tout cas, Fatima Zahra, pour cette expérience. Et je vous félicite pour votre pugnacité, c'est-à-dire ne pas lâcher le morceau, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et vraiment, là, ça nous pose aussi la question de savoir quelle est la responsabilité des supports. Et puis, on va aujourd'hui sur Internet, ça a complètement changé de visage maintenant. C'est-à-dire on peut mettre en partager,
pomper, recopier, éclater, changer avec tous les moyens audiovisuels qu'on n'avait pas avant. On peut s'approprier quelque chose. Il y a des moyens technologiques qui ont été mis en place par toutes ces plateformes pour vraiment automatiquement déjà faire un screening et essayer de voir si c'est pas si ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas des niveaux de protection qui peuvent être mis en place aussi au niveau de YouTube. Contre-paiement. Et ça pose vraiment la question de toute la législation. Et c'est efficace, hein. C'est vraiment efficace. Il suffit que vous mettiez une musique qui soit protégée, que vous avez mis sur un film, que vous mettez ensuite sur YouTube. Et ben YouTube vous envoie un message vous disant, cette musique-là, elle est protégée. Donc, on ne met pas, votre film a été retiré. Mais alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Première question, ce fameux site, cette fameuse entreprise qui vous permet d'avoir accès à toutes les informations liées à des entreprises. Alors, ça sont à la base, sont des informations qui sont publiques. Déjà, à la base. Information financière et juridique. Voilà. C'est juste que, comme on rentre dans une démarche de transparence qu'on n'avait pas au Maroc avant, on nous a toujours donné l'impression que c'était des informations absolument confidentielles, parce qu'avant, l'accès à l'information n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Mais ça, ce sont des informations publiques. Mais par contre, elle pose une vraie question. Ce site-là, à partir du moment où c'est une entreprise commerciale, et non pas un établissement public ou un service public, là, est-ce qu'il doit y avoir un consentement ou pas, ou comment ça doit fonctionner? Non, de toutes les manières. C'est-à-dire, l'OMPIC a des prérogatives sur la gestion du registre central de commerce du Maroc, et de par cette prérogative-là, il met en vente la base de données publique sur les informations financières et juridiques sur les sociétés. Maintenant, les entreprises privées qui ont cette nature d'activité de vendre ce type d'informations, il est tout à fait possible pour eux d'acheter la base de données publique, comme pour toute personne d'ailleurs. Il y a une tarification qui est transparente sur le site de l'OMPIC. D'accord. Pour avoir accès à ces informations-là. Maintenant, quand on se retourne vers ce type de société, parce qu'il y a aussi les sociétés qui gèrent le risque, on va dire entreprise, et qui communiquent forcément ce type d'informations contre rémunération, et il y a d'autres qui diffusent simplement des informations, on va dire, basiques, et pour avoir plus d'informations, il faut soit s'inscrire sur le site, soit payer une rémunération en conséquent. D'accord, donc ça c'est... Oui, voilà, c'est tout à fait légal. Il y a une tarification pour avoir ces informations, et en plus après ce qu'on en fait, à partir du moment où c'est de l'information publique, vous la moulinez, vous la traitez, vous la présentez. D'ailleurs, même quand on se rend sur le site de l'OMPIC, il y a directinfo.ma, si je ne me trompe pas, c'est une information qui est rémunérée vis-à-vis de l'OMPIC pour obtenir ce type d'information. Je valide, oui, et je le remercie. Voilà. De toute façon, c'est encore une fois... et je dis, quand on dit qu'on revient de loin, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on pensait ne pas avoir accès, puis on n'est pas... Faut se rappeler encore une fois qu'on n'est pas dans la culture, on n'était pas dans la culture de la transport. Même là, on est encore en train d'y arriver petit à petit, mais on n'y est pas encore. Mais avant, c'était l'information, elle était gardée, on pensait qu'elle n'était pas accessible. Alors que c'était tout à fait normal. C'est juste que les gens vous donnaient pas leur chiffre d'affaires à l'époque parce qu'ils voulaient pas payer d'impôts, c'est tout. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation, la transparence est en train de devenir de mise. Sa deuxième question. Sa démarche, elle est totalement saine. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'est dirigée vers ces plateformes de diffusion. Ces plateformes de diffusion, elles ont en principe un mécanisme interne pour qui est solide. Oui, qui est solide. Ça fonctionne, franchement. Maintenant, lorsqu'on leur soumet une complainte par rapport à une violation des droits de propriété intellectuelle, ils examinent ça, ils voient est-ce que c'est sérieux. S'ils ont un doute, à ce moment-là, ils ne répondent pas par la positive et c'est à la personne de se diriger vers les tribunaux. Par contre, dans le cas de l'auditrice, ils ont convenu que ces droits étaient existants et qu'il y avait une violation des droits d'auteur en l'occurrence, et donc ils ont répondu par la positive. Alors juste là, je veux quand même elle vous a quand même lâché un petit pic par rapport à l'OMPIC, c'est le bah oui, mais bon, en même temps voilà, on est dans la transparence, puis encore une fois vous êtes dans une démarche d'amélioration, et puis il faut savoir encore une fois qu'il y a un nouveau directeur aussi. Je vais quand même rendre hommage à Sieh Ben Razor qui était à Maroc PME avant et qu'on salue, et vraiment, et qui pour qui j'ai beaucoup d'estime, et donc je pense qu'il est en train d'essayer aussi de faire bouger les lignes. Des collègues à l'OMPIC. Voilà. Tout le monde essaye de faire de son mieux. J'espère. Mais là, bon, le rapport aux citoyens, répondre, essayer de sensibiliser, ça aussi, il faut qu'il y ait un effort qui soit fait pour la sensibilisation, alors que ça soit le citoyen lambda, mais aussi, on parlait tout à l'heure de la recherche dans les écoles, dans les etc. Est-ce qu'il y a des formations en termes de propriété intellectuelle, en termes de sensibilisation, de dire voilà, ça aussi c'est un élément extrêmement important. Je suis tout à fait d'accord, et nous avons
on doit le faire, sinon on ne fait pas notre travail correctement. Nous sommes un service public, on doit rendre un service public de qualité. Et parmi les choses basiques, c'est au moins d'informer les gens, de former les gens, etc. Et je pense qu'Olympique essaie de faire de son mieux. Mais nous restons quand même une petite administration, un petit établissement de 120 personnes. Combien vous êtes, 120 120 personnes. Donc on essaie pour toucher tout le monde, etc. C'est un peu délicat. On essaie de faire de notre mieux. Par exemple, sur le plan formation, on a mis en place, on fait des formations à la demande, on essaie d'organiser des choses pour vulgariser des notions, etc. Sensibiliser. Mais on a fait récemment même ce qu'on appelle une académie, c'est l'Académie de la propriété intellectuelle et commerciale, la MAPIC. Et l'Académie, il a une offre quand même d'un certain nombre de formations destinées aux utilisateurs, etc. Donc on essaie de faire autant qu'on peut pour servir au mieux nos utilisateurs. Je pense par rapport à la dame, qu'il ne lâche pas prise. Il a cette qualité, donc il continue. Et à mon avis, il ne met pas croix. J'espère qu'il ne met pas une croix sur Olympique. Nous essayons de rendre des services qui soit satisfaisant par rapport aux clients. Là, comme l'a dit Faisal, c'est-à-dire c'est une lacune globale, culturelle des administrations publiques marocaines. Mais il faut avouer quand même que l'Olympique, c'est le meilleur de la classe, finalement, qui a su évoluer et répondre un peu aux attentes des utilisateurs du système. Bon, vous savez que je cache jamais dans le sens du poil, mais il y a un moment, on est en fin de saison, donc je vais être un peu gentil. Non, je suis tout le temps en conflit avec l'Olympique, ça Non. Non, mais bon, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment, faut sortir la tête du guidon. En ce moment, je suis sur beaucoup de conférences, etc. Et on essaie de sortir la tête du guidon. Puis c'est pas pour rien, on est à 20 ans on va fêter les 20 ans de règne de Sa Majesté. Et quand on revient sur 20 ans, faut voir tout ce qui a été accompli quand même. Et qu'on sort la tête du guidon. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup dans cette émission, etc. Nos attentes ont augmenté sur beaucoup de secteurs, mais quand on revient 20 ans en arrière, faut juste se rendre compte de tout ce qui a été accompli aussi vite. Donc disons-nous que, voilà, dans les 20 prochaines années, on va régler beaucoup de choses. J'aimerais dire une petite chose par rapport à ça, justement. Nous, on est convaincus qu'on doit encore fournir des l'essentiel. Mais c'est ça l'essentiel. On avait fait par le passé un certain nombre de ce qu'on appelle des questionnaires de satisfaction par rapport aux clients, et ça, on le fait à travers c'est-à-dire une entreprise. Et on a toujours avait un retour des utilisateurs qui était plus que satisfaisant. Mais bien évidemment, on doit redoubler d'efforts pour que notre service soit meilleur et meilleur. Alors, j'ai une question sur le coût de la protection, parce que ça aussi, il y a le coût en local et il y a le coût à l'international. Alors ça, on va dans des dimensions qui sont tout à fait différentes. Lorsqu'on est sur des multinationales qui doivent se protéger, j'imagine aussi qu'il y a des pays dans lesquels ça doit être plus compliqué que d'autres. Je sais pas si on va vers l'Asie, vers l'Afrique subsaharienne, etc. Je prends juste cet exemple d'Elon Musk. Elon Musk qui a décidé de lâcher dans le domaine public ses brevets, tout ça en disant, mais je préfère, au lieu de dépenser des millions de dollars en protection de brevets, parce que là par contre, on est dans l'invention pure et dans l'innovation pure avec des centaines de brevets sur des choses absolument incroyables. Je préfère laisser ça ouvert, ça va me coûter moins cher et puis ça va créer une vraie dynamique et un écosystème. Donc, je vous livre sa vision des choses, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça pose la question du coût de la protection. Et là aujourd'hui, voilà, et il y a un coût à cette protection qui, un pays, 2 pays, 3 pays, une zone, etc. Comment ça fonctionne au niveau international? Est-ce que ça coûte cher? Alors justement, il y a un principe qui est derrière ça, c'est le principe de territorialité de droit. Oui. Mais c'est important. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une protection au Maroc, vous faites une demande de brevet auprès de l'Olympique. On est d'accord. Maintenant, si vous voulez faire, vous intéresser à un marché plus global, à ce moment-là, il faut faire des démarches partout. Et plus la démarche est plus globale, plus le coût il est plus important. C'est normal. C'est proportionnel au nombre de pays, du coût dans chaque pays. Exactement. Il faut payer les honoraires d'un mandataire local. Il faut faire des traductions, etc. Ça commence à devenir cher. Mais il faut justement, il faut voir le coût-bénéfice. Parce que il faut voir le coût-bénéfice.
C'est la réflexion stratégique. Exactement, c'est la réflexion stratégique qui est faite au niveau des grands opérateurs, etc. Pour revenir à l'exemple d'Elon Musk, c'est-à-dire c'est un choix stratégique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le coût de la protection dans le volet enregistrement et déposé, mais il y a aussi le coût de la protection dans se défendre finalement quand on est reproduit ou repris. Là, ça a un autre coût, surtout aux États-Unis, comme vous avez évoqué au départ, ça coûte très très cher. Mais lui, il est arrivé à un tel niveau de toute façon et en termes de concept qu'il se dit de toute façon, ok, on va laisser ça ouvert et puis ça alimentera tout le marché de sa disruption en la matière. Mais bon, on est loin là. J'aimerais revenir sur le coût au Maroc déjà, pour que les inventeurs le sachent. Alors, le brevet coûte au Maroc 12 000 dirhams. 12 000 dirhams. Mais ça, c'est le plein tarif. Quoi, c'est une fois? Il faut payer, si vous voulez, le droit d'entrée. Oui. Le droit d'entrée, c'est 12 000 dirhams. D'accord. Après, il y a ce qu'on appelle le maintien en vigueur. Annuel. Okay. Annuel. Après, au Maroc, c'est après la délivrance du brevet qu'on commence à payer ses droits de maintien. Si la demande est rejetée, on ne paye pas ses droits. Alors, 12 000 dirhams, c'est le plein tarif, mais c'est pour les grandes structures, les multinationales, etc., etc. Alors, on a des tranches de tarifs, si vous voulez, des réductions qui prennent en compte la catégorie de déposants. Personnes physiques, et personnes physiques. Est-ce que c'est une personne physique, une petite et moyenne entreprise, une université? Il paye la moitié tarif. D'accord? Donc, au lieu de 12 000 dirhams, 6 000 dirhams. En plus, si la démarche est faite par voie électronique, encore, c'est une réduction. Donc, de 12 000 dirhams, on peut arriver à 3 000 dirhams. J'aimerais dire que justement le droit d'entrée, ce n'est pas le coût de la procédure. On avait fait une analyse analytique, une comptabilité analytique pour un peu avoir le coût de la procédure chez nous. Ça nous coûte plus que 15 000 dirhams, la demande de brevet. Mais on fournit, si vous voulez, le droit d'entrée à 3 000 dirhams, par exemple, pour un certain nombre de personnes. Parce que, si vous voulez, on peut pas quand même... Donc déjà, c'est pas cher. Si on voit le coût, ce n'est pas cher. 3 000 dirhams par rapport à plus que 15 000 dirhams. Mais on a la possibilité, le système des brevets, il est fait de cette manière. C'est de pouvoir compenser, parce qu'on a dit tout à l'heure, les droits de maintien en vigueur. Ceux qui profitent plus du système, c'est-à-dire ceux qui arrivent à avoir des retours sur investissement par le biais de la protection par brevet, c'est eux qui payent pour les nouveaux entrants. Et c'est pour cette raison on a des... Voilà, exactement. Alors, j'ai une réaction de Abdelhak Amani de la Fondation Massir. C'est la fondation marocaine pour les sciences avancées, l'innovation et la recherche, que je salue. D'ailleurs, merci de réagir. Il est manager de la propriété intellectuelle. Il nous dit, sujet très intéressant dans le contexte actuel, il faut prendre conscience que le problème du faible nombre de brevets déposés est à multiples facettes. Une des facettes est la sensibilisation en bas âge pour lutter à la fois contre la contrefaçon et le manque d'esprit orienté vers l'innovation. Et le deuxième est l'incitation des PME à innover à travers des systèmes fiscaux comme le crédit impôt recherche, etc. Et le dernier volet est juridique, formation des juges et des avocats pour donner confiance à l'utilisateur du système de la propriété intellectuelle. C'est à peu près tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure pour insuffler ce mindset. Il est 11h58. Merci d'avoir été avec nous. Oui, c'est très vite passé. 2 heures dans les experts. On refera une émission à la rentrée à partir de septembre. Alors, c'était la dernière en direct de la saison aujourd'hui. J'ai été ravi d'être avec vous pour cette 8e saison. C'était un plaisir. On se retrouve en septembre. À partir de la semaine prochaine, vous aurez de la musique. Pendant le mois de juillet, le mois d'août, c'est l'été et c'est normal. On va arrêter de vous inonder avec les problèmes des gens et toutes les problématiques sérieuses. Profitez de votre été. On se retrouvera en septembre avec des nouveautés et nos experts. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent